le cinéma américain étant le colosse que l'on sait, très rares sont les Européens qui accèdent à ce niveau. Parmi eux, il y a Alain Delon, que nous remercions vivement d'être venu nous tenir compagnie aujourd'hui. Bon, comme je savais évidemment que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, j'ai un peu fureté dans votre biographie et j'ai retrouvé notamment une phrase écrite de votre main. Donc là, alors je suis certain de l'authenticité, mais elle ne date pas d'hier quand même. C'était j'ai 30 ans et je m'en fous. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire quel âge vous avez aujourd'hui? Je m'en souviens très très bien. Aujourd'hui, oui, j'ai 14 ans de plus et je m'en fous catégoriquement. Alors, il paraît que je m'en porte très bien. Le très jeune Alain Delon était fort indiscipliné. Oui, c'est vrai, oui. Ça, c'est très très jeune, alors. C'est vraiment avant les classes militaires, oui. Ouais. Il a été très indiscipliné, pratiquement renvoyé de toutes les écoles par où il est passé. Mais par indiscipline, il a toujours eu une bonne moralité et une bonne mentalité. Mais une indiscipline foncière, oui, c'est vrai. Mais ça m'a pas mal réussi, vous voyez. Pour l'acteur, ça a dû changer, parce qu'un acteur doit être assez discipliné, justement, je crois, non? Oui, vous pouvez être discipliné, je veux dire, dans un carcan professionnel. Disons, professionnel est une chose, je suis un professionnel très discipliné. Maintenant, ça ne m'empêche pas, à l'intérieur de mon travail, d'être assez, pas indiscipliné, mais assez fantaisiste, assez un peu cancre, si vous voulez. Mais tout ça dans les règles du professionnalisme. Cet engagement à l'armée, à 17 ans, je crois, c'était un coup de tête, ou bien le désir, déjà, d'être un héros? Oh non, alors c'était loin de moi l'idée d'être un héros, j'étais pas du tout un héros à l'époque, ce serait trop long de revenir dessus, c'est à la fois un coup de tête et à la fois, si vous voulez, une condition familiale de l'époque qui a fait qu'il était nécessaire et que j'avais à la fois besoin et envie de partir et de m'évader et de m'échapper de mon ambiance sociale et familiale. Ça a duré 4 ans? Ça a duré 4 ans, oui. Vous les avez regrettés? Je ne suis pas revenu héros d'ailleurs, sans décoration et sans médaille, mais en bonne santé, ce qui est le plus important. Vous les avez regrettés après? Jamais, je ne les ai jamais regrettés et j'estime et je considère que ces 4 années passées dans l'armée à cet âge ont été, si vous voulez, la charnière et ont été décisifs pour ma vie future et ma vie présente et future, je l'espère. Ces années ont vraiment décidé de tout et ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il semblerait alors que les toutes premières propositions qu'on vous ait faites du côté du cinéma, ce soit un Américain, c'est Selznick qui vous les a fait. Oui, ça c'est tout à fait très peu de temps après mon retour de l'armée. C'était lors d'un passage comme ça en dilettante au Festival de Cannes. Et j'ai été remarqué un soir lors d'une présentation de film, je crois que c'était un film de Dassin, La Loi, il me semble, parce qu'on appelle un talent scout américain. Un talent scout, ça, la traduction voudrait dire, si vous voulez, dénicheur de vedettes. Et c'est un métier aux États-Unis. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent dans la rue, qui regardent, qui vont dans les cours, qui vont dans les endroits de jeunes et qui cherchent vraiment, lorsque je dis des vedettes, disons qu'a priori, ils cherchent, disons, des physiques au départ. Disons que ce talent scout qui s'appelait Henry Wilson, je dis il s'appelait parce qu'il est mort depuis, avait découvert, entre autres, Rock Hudson. Et disons que ce talent scout a été attiré par mon physique à l'époque et qu'il m'a dit, qui êtes-vous? Est-ce que vous faites, j'abrège, est-ce que vous faites du cinéma? Je lui dis absolument pas, je suis ici tout à fait en touriste. Et il m'a dit, je souhaiterais vous faire des essais parce que votre physique m'intéresse. Bref, j'abrège encore. Nous sommes retrouvés 3 jours après à Rome, invités par David Selznick, alors que Rock Hudson tournait l'Adieu aux armes, et on m'a fait faire des essais. Les essais ont été concluants. On m'a envoyé à Paris prendre des cours d'anglais, et très peu de temps après, on m'a dit, maintenant, si vous voulez, on va vous signer un contrat de 7 ans. Et redoutable contrat américain. Le fameux contrat de 7 ans. Et entre-temps, j'avais rencontré, tout à fait par hasard, un metteur en scène français qui s'appelle Yves Allégret, et qui avait souhaité me faire débuter dans un de ses films qui s'appelle Quand la femme s'en mêle, qui a été mon premier film d'ailleurs, et qui m'a convaincu très vite d'oublier les Américains, de ne pas signer ce contrat de 7 ans et de rester bien chez nous et de rester français. J'ai suivi ses conseils, et c'est comme ça que je ne suis jamais parti aux États-Unis. Si je n'avais pas rencontré Yves Allégret, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de moi et de ma carrière. Je serais effectivement parti pour les États-Unis, lié à un contrat de 7 ans, on m'aurait fait tourner ou on m'aurait mis sous le coude, comme on dit, je ne sais pas, et je ne sais pas du tout la carrière que j'aurais pu faire. Il faut dire quand même aussi que Yves et Marc Allégret n'employaient pas de talent scout, mais ont été de grands découvreurs de talent. Ils ont apporté énormément de gens dans le cinéma français. Beaucoup plus Marc Allégret qu'Yves Allégret d'ailleurs. Marc, bien sûr, le grand fleuron de Marc, c'est d'avoir découvert Brigitte Bardot avant toute chose, mais il a Simone Simon aussi, enfin c'était un vrai grand découvreur de talent.
Vous disiez j'abrège, nous allons aussi abréger parce qu'il est impossible de passer en revue tous les films que vous avez tournés. Il n'est d'ailleurs même pas possible de les obtenir tous. Nous en avons choisi certains, vous en avez éliminé quelques-uns. Enfin, on arrive finalement à une proportion qui est la proportion habituelle, oui. Mais moi, en tout cas, je suis très heureux que vous n'ayez pas éliminé Plein Soleil, par exemple, dans la liste que nous avions retenue. Parce qu'enfin, Plein Soleil, quand même, un classique. Je veux dire, c'est un film très, très curieux parce que c'est un film qui, périodiquement, tous les ans, est à peu près repris et ressorti dans pratiquement tous les pays du monde. René Clément était le grand René Clément en 1959. Oui, le très très grand René Clément. Et Patricia Highsmith, mais je crois qu'elle n'était pas encore tellement connue à ce moment-là. Oh si, parce qu'elle était quand même l'auteur de L'Inconnu du Nord Express, qu'avait fait Hitchcock, donc c'était quand même très considérable. Et elle était déjà très connue comme romancière et déjà très connue comme adaptée pour le cinéma, parce que L'Inconnu du Nord Express est un énorme succès. Ripley, c'est un personnage que vous avez étudié ou bien vous l'avez attiré à vous? Là, vous me ramenez 20 ans, plus de 20 ans en arrière, c'est difficile. Je sais que c'était un grand personnage. Non, je crois que le personnage était tellement bien écrit, tellement bien défini, tellement bien structuré qu'il m'a suffi presque d'y penser, d'essayer de m'en imprégner, de me glisser dedans, je veux dire. Parce que, vous savez, je crois que au cinéma, que ce soit les rôles et les personnages, tout est une question, à la base, une question d'écriture. Lorsqu'un personnage est vraiment bien écrit, lorsqu'il est vraiment bien dessiné, bien découpé, qu'il existe et qu'il est là, c'est une facilité déconcertante. Finalement, où c'est difficile, où ça pose des problèmes et où on tombe en général dans l'ennui et dans la mauvaise qualité, c'est lorsque l'écriture est friable, l'écriture est faible et que le personnage, on ne sait pas exactement qui il est, d'où il vient et ce qu'il fait. Et à ce moment-là, l'acteur doit essayer d'entrer dans un costume mal coupé, mal taillé, et qui flotte ou qui l'étrique. Et c'est l'écriture. À tous les niveaux, c'est toujours à la base le problème de l'écriture. Mais ce physique dont vous parliez tout à l'heure, il existe aussi, non? Et ça, c'est... Oui, il existe. Enfin, il existe, je ne sais pas s'il existe ou il a existé. Bien sûr, c'est au départ... Attention, c'est très, très délicat parce que ça peut être à la fois un avantage et un handicap. Et disons que, je veux dire, ça peut être un avantage et ça peut servir dans la mesure où après, évidemment, ça acquiert le métier et que vous apprenez, que moi personnellement j'ai appris sur le tas, au cours des films et au gré des rencontres. Sinon, je veux dire, si le métier ne s'apprend pas, si vous ne développez pas des dons et si vous n'acquirez pas un certain talent, le physique, après, je veux dire, s'oublie et ça ne sert plus à grand-chose. À ce moment-là, le physique devient un handicap s'il n'y a que ça. Je veux dire, c'est une bonne base de départ, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière et très vite et très constant. Assez rapidement, c'est le cinéma italien aussi qui s'est tourné vers vous. Et il faut dire que ce n'était pas les moindres auteurs qui ont fait appel à vous. Visconti, Rocco et ses frères, ça a quand même laissé des souvenirs marquants. Oui, c'est pas le cinéma italien qui s'est tourné vers moi. C'est vraiment que ma vraie carrière a débuté et commencé en Italie. C'est-à-dire que la même année, j'ai tourné en Italie Plein Soleil, Rocco et ses frères, et Quelle joie de vivre. Et L'Éclipse, l'année d'après. C'est-à-dire que pratiquement la même année, j'ai tourné avec Visconti, avec Clément et avec Antonioni. Et ça, si vous voulez, c'est ce que je considère, ce que j'ai toujours considéré vraiment comme la base essentielle de ma carrière. Vous savez, j'ai toujours tiré un parallèle entre une carrière cinématographique et un édifice, la construction d'un édifice. Je veux dire, si l'édifice n'a pas ses bases solides, au bout d'un certain temps, il va trembler sur ses fondations, il va s'écrouler. Je veux dire, une carrière, je crois que c'est exactement la même chose. Pour rester, pour durer, il faut des bases. Disons que mes bases à moi, je les ai acquis en Italie. Et que ma vraie carrière a débuté en Italie. Avec Visconti, avec Clément, avec Antonioni et avec quelques autres. Entre des personnages comme Visconti et Antonioni, il doit y avoir une différence fondamentale. Ils sont italiens, c'est leur seul commun dénominateur, je crois. Oui, bah, c'est-à-dire que Visconti, parce que Luchino est quand même la personne qui m'a le plus apporté professionnellement, je dirais, était un être tellement exceptionnel et tellement universel que c'était un maître à penser à tous les niveaux et à tous les égards. Antonioni avait de grandes qualités, mais c'était essentiellement, si vous voulez, un homme de cinéma et un réalisateur de cinéma, alors que Luchino était beaucoup plus ample. Luchino, c'était le cinéma, c'était le théâtre, c'était l'opéra, c'était la grande aristocratie. Et ça se sentait pendant qu'on travaillait avec? Oh, ça se sentait tout le temps, ça se sentait, c'était présent constamment, je veux dire, et puis c'était surtout dans son travail, c'était dans ses réalisations, ça transpire à l'écran. Quand vous allez voir Le Guépard, je veux dire, on en est plein. Mais nous allons voir, oui, en tout cas, un extrait du Guépard. Mais je crois que Le Guépard marque pour vous aussi
une rencontre, indépendamment de Visconti, une rencontre alors importante, c'était avec Burt Lancaster. Oui, avec Lancaster, oui. Bah, disons que Lancaster est toujours un très très grand acteur, et disons Lancaster à l'époque était un peu dans le monde, en Amérique et dans le monde entier, ce que Jean Gabin était pour nous Français et Européens, c'est-à-dire le monstre sacré, l'acteur en pleine possession de ses moyens et l'acteur au top de sa carrière et au niveau le plus extrême. Donc c'est une rencontre toujours très importante parce que c'est des valeurs que moi j'ai toujours beaucoup respectées, des choses auxquelles j'ai toujours été très sensible, qui est ce qu'on appelle chez nous, si vous voulez, la hiérarchie et les vraies hiérarchies professionnelles. Donc Lancaster, au même titre que Gabin, était pour moi un patron. Donc un patron, c'est quelqu'un qu'on observe, c'est quelqu'un qu'on étudie, c'est quelqu'un qu'on essaie pas de copier, mais qu'on essaie d'observer pour déceler des choses que l'on n'a pas encore acquises ou que l'on ne connaît pas encore assez bien. Et c'est à ce niveau-là que j'ai travaillé avec Lancaster, et c'est là aussi que j'ai beaucoup appris. Mais finalement, entre l'idée que l'on peut se faire d'eux avant de les rencontrer et ce que l'on peut observer réellement lorsqu'on les voit à l'œuvre, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que vraiment c'est autre chose que... Chez les grands, chez les très très grands, les vrais, on est rarement déçu. C'est-à-dire qu'on retrouve en général toujours ce que l'on a pensé, ce que l'on a espéré, ce que l'on a entrevu. On est rarement déçu. On est toujours déçu finalement sur les valeurs usurpées, jamais sur les valeurs réelles. Moi, j'avais toujours une chose qui m'a frappé lorsqu'on était enfant. Je sais pas, vous avez sûrement rêvé d'Amérique ou rêvé de Valparaiso, et en général, ou du Mexique. Et lorsqu'on se retrouve en Amérique ou à Valparaiso, au Mexique, on est en généralement déçu. On dit, ah, Acapulco, c'était ça, finalement. Et dans le fond, il vaudrait presque mieux rester sur ses rêves, ne jamais connaître. C'est le cas contraire avec des acteurs comme Gabin ou comme Lancaster. On a encore beaucoup plus de joie à les découvrir, à les apprendre, à les connaître, parce que c'est exceptionnel. Puis je dois dire aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Burt Lancaster tout récemment, et il y a aussi l'extrême gentillesse. Chez tous les grands, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de miracle. Je veux dire, ça n'est jamais par hasard. C'est l'humanité. Hein, oui, et puis c'est la modestie, mais c'est la vraie modestie. Je veux dire, c'est la modestie du fort physique. La vraie force physique est douce et gentille. Je veux dire, on ne s'attaque pas. Il y a que le petit roquet qui finalement s'attaque. Mais le vrai, celui qui est conscient de sa force, je dirais, est en général très dolent, très gentil, parce qu'il est sûr de lui. Vous donnez l'impression d'être fidèle à certains réalisateurs que l'on retrouve comme ça régulièrement dans votre carrière. Oui, il y a fait allusion à Jacques Deray ou à Henri Verneuil ou à même Pierre Granier de Fer. Oui, ben, vous savez, d'abord c'est une question de fidélité. Je veux dire, c'est un trait de mon caractère, d'une part. Et d'autre part, c'est que lorsque vous travaillez avec des gens en pleine harmonie, des gens avec qui vous entendez, des gens avec qui vous avez des affinités professionnelles ou autres, pourquoi changer? Je veux dire, c'est tellement difficile déjà de trouver quelqu'un avec qui on est bien. Pourquoi en changer? Donc c'est vrai qu'avec Jacques Deray, j'ai fait 6 films parce qu'on se comprend bien, parce qu'on arrive maintenant à un degré professionnel de tellement se connaître qu'on peut même anticiper, et puis je veux dire, il y a une communion totale dans ce que nous faisons, et c'est mieux de travailler avec des gens qu'on connaît. La piscine est un film dont on a beaucoup parlé, qui a fort marqué, je crois, le public quand il est sorti. C'était un peu le renouvellement de l'ambiance qui avait entouré Plein Soleil, on retrouvait, non? C'était un peu cela, oui. C'était ça, c'était beaucoup de choses encore, et c'était surtout, si vous voulez, ça a été la redécouverte française de Romy Schneider, qui est vraiment une très très grande actrice, et sûrement à mon sens la plus grande actrice européenne actuelle. Et si vous voulez, ce film a été pour Romy le redémarrage d'une carrière, de sa vraie carrière, de ce qui est maintenant, je veux dire, la carrière qui ira jusqu'à la fin. Peut-être juste avant, elle avait eu le procès. Elle avait fait le procès. Oui, mais c'était quand même passé, je veux dire, très, très au-delà. Je veux dire, disons que c'est la piscine vraiment qui l'a fait retrouver en France et qui l'a fait, si vous voulez, redécouvrir et découvrir surtout par des metteurs en scène comme Sautet, qui depuis s'est intéressé fortement à Romy et qui a fait sûrement ses plus beaux films. Mais vous, à ce moment-là, vous la connaissiez déjà bien, parce que vous aviez moi, déjà je l'ai joué au théâtre imposé, la avec Romy, elle, alors. Là, je l'ai vraiment imposé aussi contre le gré des producteurs qui n'en voulaient absolument pas, qui disaient, mais comment, Delon Schneider, on va refaire les histoires d'Anne d'Autriche, etc. Je dis, mais ils étaient restés, si vous voulez, à la Romy Schneider de Sissi ou de Impératrice d'Autriche. Et j'ai dit, mais vous ne la connaissez pas, c'est une autre personne, c'est une autre actrice, c'est devenu une femme, je veux dire. Et j'ai vraiment posé comme condition de faire le film avec Romy.
Après, ils m'en ont remercié. Oui, je le comprends. Et alors, ce film aussi a la particularité que pour la deuxième fois, vous y assassinez Maurice Renet. C'est vrai, c'était la première fois dans Plein Soleil. On rit beaucoup de ça avec Maurice quand on se retrouve, parce que finalement, il est un peu notre acteur fétiche, Maurice. Oui, j'ai assassiné Maurice Renet d'une façon très peu sympathique. Et tant que j'y pense, je crois aussi que Jane Birkin en était pratiquement à ses débuts. C'était vraiment la révélation de l'année, la découverte de Jane Birkin, et c'était sa première apparition dans un film français, dans un rôle d'ailleurs très important. Est-ce que vous avez conscience de l'idée que le public se fait d'Alain Delon? Non, pas tout à fait, non. Je veux dire, j'en ai quelques bases de réflexion ou d'études de temps en temps, mais j'ai pas vraiment une idée. Je veux dire, je crois qu'il y a quand même, je dirais, Delon fait partie d'une certaine mythologie du cinéma, mais je n'ai pas très bien l'image. Non, parce qu'il faudrait pour ça, je veux dire, qu'il y ait un grand contact entre le public et moi, et finalement, le contact est très restreint et très limité. Mais vous évitez quand même, semble-t-il, les rôles comiques ou, en tous les cas, souriants. Vous êtes non, sérieux, parce que je suis un personnage de tragédie, ça, je veux dire, ça n'est pas nouveau, je n'ai pas à l'expliquer. Non, je ne suis pas un personnage de comédie et j'ai très peu touché à la comédie dans ma carrière. J'ai touché avec Clément dans Quelle joie de vivre et avec Deray dans Doucement les basses. Et en général, ça a toujours été non seulement pas accepté, mais très souvent assez rejeté. Pourquoi? Parce que je crois que les gens, justement, ont une certaine image quand même de l'acteur Delon et du personnage Delon et qu'ils ne l'acceptent pas. Ils n'apportent pas de crédibilité au personnage Delon dans la comédie. Et vous ne cherchez pas à briser l'image, à un moment. Vous savez, j'ai déjà brisé beaucoup d'images. Je veux dire, je suis quand même un acteur, je veux dire qu'il y a un éventail, si vous voulez, assez grand. Oui. Et je veux dire, on a souvent reproché à tort à l'acteur Delon de se cantonner dans certains rôles. Si vous prenez la panoplie de mes films et que vous passez de Klein à Zorro, en passant par le professeur, au Clan des Siciliens, à Rocco ses frères et la veuve Coudert, ce que vous voulez, vous apercevez que c'est tellement diamétralement opposé et que ce sont des personnages tout à fait aux antipodes l'un de l'autre. Donc je veux dire, moi je peux faire la même année Monsieur Klein et Zorro, c'est quand même assez surprenant. Et avant d'adopter par exemple des attributs spéciaux pour un rôle, la moustache pour le gitan, la perruque pour le gang. Je ne suis pas, disons, un acteur attiré par les artifices. Lorsque j'ai la moustache dans le gitan ou dans d'autres films, ça n'est pas un postiche, c'est une moustache vraie, je veux dire. Mais en dehors de ça, j'ai toujours joué beaucoup plus avec... je dis toujours, un acteur doit jouer avec son ventre, avec ses tripes, et pas avec des artifices. Je suis un acteur sans maquillage, au sens propre du mot. Bon, alors il y a un personnage que nous n'avons qu'évoqué en parlant tout à l'heure de Burt Lancaster, c'est Gabin. Vous avez tourné au moins 2 fois avec lui. J'ai tourné 3 fois avec lui. Le premier film, ma première rencontre a été Mélodie en sous-sol, en 1964, je crois. Je l'ai retrouvé pour Le Clan des Siciliens, en 69 ou quelque chose comme ça. Et puis, la dernière fois, c'était dans Deux hommes dans la ville, en 73-74. Voilà. La première fois, les fois suivantes, bien sûr, ça s'est bien passé, puisque vous connaissiez. La première fois, c'était... C'était très... Non, pas du tout. Ça a été très bien tout de suite. Je veux dire, il avait quand même pris la peine de se renseigner un peu sur l'acteur que j'étais, sur le personnage que j'étais. Et la rencontre s'est très bien passée. Je me souviens que nous sommes rencontrés dans le bureau du producteur, Jacques Barre, à l'époque. Et je suis arrivé après parce ça s'est trouvé comme ça. Et il était là, assis avec le producteur, à une table, avec sa casquette qu'il portait habituellement, une espèce de casquette de maître fermier, et il s'est levé, il m'a tendu la main, il m'a dit « Bonjour monsieur ». Alors, je suis resté assez coincé, je lui ai dit « Bonjour monsieur Gabin ». Et puis ça s'est très bien passé, je veux dire, et très peu de temps après, il m'appelait le môme, et il m'a toujours appelé le môme d'ailleurs, et je veux dire, il a eu, si vous voulez, professionnellement, 2 enfants spirituels, c'est Lino Ventura et moi. Bon, eh bien, je crois que Mélodie en sous-sol, d'ailleurs, était un film important pour vous. Je crois que c'était... Mais est-ce que vous n'avez pas racheté les droits de ce film? C'est-à-dire que... Non, j'ai pas racheté les droits de ce film. J'ai tourné le film, c'est une longue histoire, j'ai tourné le film pour rien. C'est-à-dire que j'ai dit, conscient, si vous voulez, de l'histoire et de l'importance du rôle par rapport à Gabin et avec Gabin, la maison de production, je veux dire, distribution mondiale, qui était la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque, a dit aux producteurs français, si vous voulez Delon, prenez qui vous voulez, mais je ne vous donne pas un sou de plus. Donc trouvez une sorte de terrain d'accord, de terrain d'entente. On m'a fait part de ça. J'avais très fortement envie de faire le film, et de faire ce film justement, avant toute chose, à cause de la rencontre et de l'opposition avec Gabin.
Donc j'ai étudié le principe et j'en ai trouvé une solution. Et j'ai dit, écoutez, moi, si vous voulez, je fais le film pour rien. La seule condition, c'est que vous me donnez à moi totalement le Japon, le Brésil et les pays de l'Est, l'URSS, etc. On a transmis ça à la métro qui a fortement rigolé. On a dit, c'est très bien, prenez-le, donnez-lui le Japon, donnez-lui le Brésil. Et finalement, il s'est avéré par la suite, si vous voulez, que j'ai beaucoup plus gagné d'argent en revendant les pays que j'avais demandé que si on m'avait attribué un salaire, ce qui a fait a posteriori s'étrangler les gens de la métro Golden Mayer, et c'est devenu un événement, ça. Et je crois que pour vous, ça a été déterminant dans le succès fabuleux que vous connaissez au Japon. Parce que Oui. les Japonais vous adorent. Oui, c'est pas parti de là, mais je veux dire, disons que les Américains étaient très très mal renseignés, c'est parti de plein soleil, et ça ne s'est jamais arrêté, donc ils étaient mal renseignés. Mais c'est très amusant de dire d'ailleurs que lorsqu'on veut, on ne peut pas créer un succès au Japon, mais si on veut s'octroyer de plus nombreuses chances de son côté, il faut dans un titre japonais, c'est un truc que je vous donne, mettre le mot soleil. Bon. C'est très très important. Mais j'essaierai de m'en souvenir, mais je me demande si ça va. C'est pas par hasard si que ça va le me film que servir à j'ai fait quelque après chose. s'appelait Soleil Rouge. Ah bon? Ah. Il faut toujours le mot soleil. Les Japonais On n'irait sont quand très même pas sensibles. jusqu'à soleil levant. Mais on peut le faire. Bon, eh bien, tant qu'à parler de Verneuil, c'est avec le clan des Siciliens, dans le clan des Siciliens que nous allons vous retrouver. Ah vous avez oui, des là, souvenirs c'est- particuliers là au sujet du... Bah là, c'est le souvenir le plus important du clan des Siciliens, si vous voulez, c'est que pour la première fois, d'ailleurs on s'en est servi, ils s'en sont servis, la production au niveau du lancement du film, de la publicité, c'est que c'était vraiment l'affiche rêvée du cinéma français à l'époque, c'était d'avoir Gabin, Ventura et Delon en même temps dans le même film, c'est une chose exceptionnelle. Évidemment, toute la publicité, toutes les affiches, vous vous en souvenez sûrement, où ces Oui, trois oui. personnages côte à côte avec un revolver chacun à la main. Donc c'était quand même une rencontre assez fabuleuse au niveau du cinéma, qui malheureusement, je crois que ce serait difficile maintenant parce que ça poserait tellement de problèmes, ne serait-ce qu'au niveau du budget du film. Enfin, je ne sais pas si ce sera encore possible. Donc ça, c'est À moins que vous ne tourniez pour rien. bien sûr, c'est l'élément principal du film. Bon, et puis le film en lui-même, qui est un film très très populaire, très commercial, une histoire très très bonne, où vraiment on vient voir un spectacle et on est sûr de ne pas s'ennuyer pendant 2 heures. Et disons-le, joué par des interprètes assez remarquables même. Et allons donc. Je crois qu'on peut considérer que Verneuil est un homme habile. Oui, c'est un très très habile, c'est un grand technicien, un très très bon technicien. C'est un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle, sans que ce soit péjoratif, un faiseur, un grand faiseur, un bon tailleur, un bon coupeur. Et c'est un excellent monteur, il a il a une très grande connaissance et de sa caméra et de la technique du cinéma. Et Alors, puis il y il a- a le sens du public. Alors il y a un homme que je suis heureux de pouvoir évoquer parce que je l'aime beaucoup, je crois même qu'il m'aimait un peu aussi, c'est Jean-Pierre Melville. Et je sais que vous avez beaucoup aimé travailler avec lui. C'est d'ailleurs sur un plateau de Melville que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour C'est la ça, première c'est fois, vrai, et c'est ouais. grâce à lui que je vous ai rencontré. Oui, il avait l'instinct. C'était quand même un peu curieux chez lui, c'était cette espèce de mythologie qu'il avait comme ça, non le gangster, tous ces personnages. Oui, c'était quand même profondément inspiré, si vous voulez, par son amour démesuré et presque maladif du cinéma américain et du cinéma noir américain, du film noir américain, de la grande époque d'avant-guerre. Et il était pratiquement toujours très inspiré et même presque traumatisé par ce cinéma-là. Et il avait tendance à vouloir et à souhaiter, à désirer que tous ces films aient obligatoirement une liaison directe ou indirecte avec tel film, telle référence qu'il avait. Il connaissait merveilleusement le cinéma américain. Et il y avait toujours dans ces films quelque chose, un rapport direct avec un film qui l'avait frappé. Ou il vous disait par exemple, il vous l'a peut-être dit, j'ai vu Staircase 47 fois. Enfin bon, il connaissait tous les plans, tous les détails. Un grand monsieur, un grand homme de cinéma, un grand réalisateur, un grand auteur. Et oui, il avait très fort aussi le sens du style, et même le style des gestes. Je crois que tout est très prévu. Tout était très prévu, très étudié. Et je veux dire, c'était à ce niveau-là, si vous voulez, un directeur d'acteur presque comme un chef d'orchestre. Il vous dirigeait, je veux dire, un certain rythme de mouvement et de geste. Et il était très sensible au mouvement des mains, très sensible aussi
à certains objets. Par exemple, la montre, c'est lui qui mettait toujours sa montre, le cadran à l'intérieur. Il la mettait au poignet droit au lieu de pas au poignet gauche. C'était pas des choses tout à fait, c'est pas des choses par hasard. C'était très, très voulu, très désiré, très souhaité. Je ne sais pas si vous faisiez le coup à vous, mais je sais que tous les autres comédiens, il imposait une post-synchronisation et il changeait le ton à la post-synchronisation. Là, j'ai reçu des confidences. Non. Vous pas. Non, en général, on tournait en direct. On a très peu post-synchronisé avec Jean-Pierre. J'aurais beaucoup aimé vous passer une séquence du Samouraï, qui est, je crois, un très beau film, comme ça, très sobre, très rigoureux. Hein, oui. Très rigoureux. Oui. Malheureusement, nous ne pouvions pas disposer d'une copie, mais enfin, bon, nous allons nous tourner vers le Cercle Rouge, c'est quand même pas mal non plus. Non, c'est pas plus mal, au contraire, parce que moi, si vous voulez, je préfère personnellement avoir un extrait du Cercle Rouge que le Samouraï. D'abord parce que le Samouraï, bon, c'est un personnage, c'est un film quand même assez stéréotypé, un film assez difficile dans un certain sens. Cercle Rouge est beaucoup plus public, beaucoup plus populaire, et puis il a l'avantage, si vous voulez, moi, personnellement, de retrouver Bourvil et de retrouver Montand. C'est la première fois que je tournais avec Montand, la seconde fois avec Bourvil, mais dans un personnage alors essentiellement dramatique, alors que Bourvil était quand même cantonné lui aussi dans les personnages de grande comédie. On connaît ces grandes comédies avec De Funès et sans De Funès. Et en plus parce que ça a été un des derniers films de Bourvil, l'avant-dernier exactement, et qu'il était déjà pendant le tournage du Cercle Rouge rongé par la maladie et que la mort le guettait. Et donc c'est pas, si vous voulez, c'est avec une certaine émotion que je revois Bourvil que moi je considérais personnellement comme un très grand acteur. Et vous aviez conscience de sa maladie au moment où vous le tourniez, le film? Nous en avions, et il en avait lui-même conscience, il en était très conscient, et c'était très dur, je veux dire, dans les rapports. Eh bien alors je crois que nous allons arriver à un réalisateur que vous aimez beaucoup, un film que vous aimez beaucoup, et un personnage que vous avez beaucoup aimé, c'est M. Klein. Ah oui. Et le réalisateur est M. Lauzet. En fait, lorsque vous avez fait M. Klein pour Lauzet, vous aviez déjà tourné avec lui. Donc j'avais tourné l'assassinat de Trotsky, oui. Ouais. Avec Romy et avec Richard Burton. Gagné par le rôle d'un personnage ignoble. Oui. Belge d'origine. C'est ça, absolument. Ramon Mercader, entre autres. Lauzet, on en parle, on voit beaucoup de Lauzet avec son Don Giovanni, etc. Ouais. Lauzet entre de plus en plus. Il y a des années, il y a des décennies que Lauzet est dans la mythologie comme ça, des cinéphiles. Et il y reste, ce qui est assez remarquable. Il ne fait pas de faux pas. Vous-même, vous le ressentez comment? Lauzet, pour moi, c'est Visconti. Enfin, c'est la même chose, c'est la même race, c'est le même niveau, c'est le même talent, c'est la même universalité, c'est la même connaissance de toute chose, et c'est le même sang, si vous voulez. On joue mieux. Un est latin, l'autre est américain, très bien. On joue mieux. C'est pas qu'on joue mieux, on fait tout mieux. Mais déjà à la base, tout est mieux, parce que au départ, tout est mieux. Lorsque le scénario est terminé, lorsqu'il est construit, lorsqu'il est au point de réalisation, tout est déjà mieux. Je pense à un parallèle qui risque de vous faire rire. Je veux dire, ce qui n'a strictement rien à voir. Vous prenez, par exemple, dans le domaine sportif, on avait l'habitude de dire dans le vélo, sans vouloir parler d'un Belge, il y avait Merck et les autres. Bon, mais dans le cinéma, il y a Lauzet et les autres. C'est un peu ça, vous voyez. Donc il n'y a pas de point de comparaison parce qu'il y a un tel décalage et un tel fossé entre Lauzet, quelques-uns et tous les autres qu'il faut le vivre, pour le comprendre. Qui a découvert l'histoire de M. Klein? C'est vous? C'est moi. C'est moi qui l'ai découvert et c'est moi qui l'ai proposé à Lauzet parce que c'était tout à fait inattendu. J'étais passionnément amoureux de l'histoire et j'avais envie de réaliser le sujet. Je n'avais pas à l'époque de réalisateur. Et j'ai eu l'idée un jour d'en parler à Lauzet, avec qui j'étais très ami, très lié, à qui j'entretenais des rapports très affectifs. Et c'est quand même assez, disons, osé au départ de proposer à Lauzet un film qui se passe en France, un film français, pendant la guerre donc de 39-40 et qui essentiellement était quand même tourné autour de la rafle des Juifs. Bon, Lauzet n'ayant jamais tourné de film en France et jamais tourné de film français. Donc c'était quand même très... Et en langue française. Et j'ai fait lire l'histoire à Jo, qui ne l'a pas lu d'ailleurs, c'est sa femme qui l'a lu parce qu'elle lit le français, qui au fur et à mesure lui transposait, lui racontait, lui traduisait. Et il est tout de suite tombé amoureux de l'histoire, il m'a dit « je veux faire ce film ». Après, c'est posé le problème entre lui et moi de savoir si nous le tournions en langue anglaise ou en langue française. J'ai réussi à le persuader de le tourner en français et en langue française, et c'est ce que nous avons fait, et c'est comme ça que s'est fait M. Klein. Et alors, dans ce cas-là, qui établit la distribution?
Joe et moi, totalement. Enfin, c'est Joe, je veux dire. C'est-à-dire, lorsque je dis Joe et moi, j'ai été producteur du film, c'est moi qui ai amené Lauzet dans le film, et à partir de ce moment-là, je veux dire, dès l'instant où il a admis le fait de faire le film, dès l'instant où il est tombé amoureux de l'histoire qu'il a voulu faire, la machine, si vous voulez, intellectuelle s'est mise en marche, et il a commencé donc à se pénétrer de son histoire et à voir ses acteurs, sa distribution, et il en a décidé, choisi lui-même les rôles, enfin. Il a supposé que Lauzet aurait dit non. Vous auriez assisté que le projet... Il n'y aurait sûrement pas eu de Monsieur Klein. Non. Non, parce que c'était un projet qui traînait depuis pas mal de temps, et personne ne voulait s'y oser, s'y risquer, ou d'autres metteurs en scène, si vous voulez, je ne les considère pas suffisamment aptes pour ce genre de film, et je ne crois pas que M. Klein aurait existé. C'était un sujet troublant, poignant. On pourrait peut-être rappeler en 2 mots de quoi il s'agit ici. D'affaires, il y a peut-être des téléspectateurs qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas. Enfin, l'histoire de cet homme qui, en France, pendant la guerre, au fond, se débrouille très bien. Oui, c'est un malin au départ, c'est un opportuniste, et qui profite, si vous voulez, disons... assez avantageusement de la détresse de certains ou du malheur des autres. Je veux dire, le malheur des autres fait souvent le bonheur de certains. Et puis il est imbriqué dans une histoire, je crois, où... Il n'est pas juif, lui. Il n'est pas juif, lui, mais il a un nom à consonance, bien sûr. Et finalement, bref, on essaie de lui faire endosser une personnalité qui n'est pas la sienne, et il va connaître, si vous voulez, tous les déboires et toutes les aventures tragiques qui, à cette époque, pouvaient arriver à un juif. Donc, évidemment, la répression et la recherche par qui vous savez, et ça se terminera très tragiquement et très dramatiquement. Et finalement, à la fin, il arrivera presque à prendre la personnalité du Klein qu'il n'est pas. Vous l'aimiez beaucoup, hein, ce film? Ah, beaucoup, oui. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez été satisfait de l'accueil qu'il a eu? Non, absolument pas. Parce que, ne le cachons pas, il n'a pas eu l'accueil, lui non plus, qu'il méritait. Il a eu un très, très grand succès, si vous voulez, de prestige, un très grand succès de critique, un très grand succès de cinéphile dans le monde entier. Mais il a été un échec commercial total. Et quand je dis un échec commercial total, c'est-à-dire que le film a perdu beaucoup d'argent, il n'a pas fait du tout, il n'a même pas recouvert ses frais, donc le producteur a perdu de l'argent, moi-même, tout le monde, et c'est ce qui, si vous voulez, ce qui est très grave, c'est que j'expliquais un jour à la télévision française, j'ai dit, nous ne pourrons plus dorénavant faire des Monsieur Klein, puisque, vous savez, un bon film coûte aussi cher qu'un mauvais film. Un bon cheval mange autant qu'un mauvais, c'est ça le drame, et le drame, c'est qu'on ne pourra plus faire de films comme Monsieur Klein. Je sais que vous aimez beaucoup Durer, moi aussi, enfin, vous en avez un, moi pas, c'est la grande différence. Durer, c'est la fascination pour l'œuvre intrinsèque de l'artiste ou bien sur les initiales qui vous ont attiré? Non, non, pas du tout, non, non, c'est l'œuvre, c'est le dessinateur sublime, c'est le graveur exceptionnel, c'est le peintre enchanteur, c'est un des plus grands génies du XVIe siècle. Enfin. Je crois que vous aimez beaucoup les créateurs et vous faites réserver dans... votre monde imaginaire, comme ça, une place à part aux gens qui ont vraiment apporté quelque chose dans l'univers de la culture, par exemple Durer, par exemple les grands écrivains, d'autres grands peintres. Mais par contre, vous avez dit un jour, l'acteur n'est pas un créateur. C'est mon sentiment, c'est ce que je pense, ça n'engage que moi. Je veux dire, alors là, vous avez tous les acteurs et tous les artistes absolument contre et d'un avis contraire. Enfin, pas tous, mais certains. C'est ce que je pense. Je pense sincèrement que l'acteur, le comédien, est un interprète avant tout et peut être à des niveaux tout à fait différents. On peut lui attribuer, si vous voulez, l'adjectif que l'on souhaite, peut-être un admirable interprète, un interprète génial ou fabuleux, mais n'est et ne restera jamais qu'un interprète. Je m'explique, si vous voulez, je considère que le vrai créateur, au niveau du cinéma, j'entends, est à la fois l'auteur, l'écrivain, l'auteur de l'histoire, peut-être aussi le dialoguiste, il y a une création dans le dialogue, et puis il y a aussi, chez certains, dont faisait partie Lauzet, Visconti, Melville et d'autres, une certaine création au niveau de la réalisation dans une écriture cinématographique. Et au milieu de tout ça, je considère l'acteur comme un interprète. Sans vouloir toujours faire de parallèle, vous savez, j'estime que lorsque l'orchestre de Bruxelles joue du Bach ou du Brahms, il y a l'auteur, le créateur, c'est Brahms, c'est Bach, et puis il y a le merveilleux interprète qui est l'orchestre, le merveilleux chef d'orchestre, le merveilleux directeur, que ce soit Karajan ou Böhm ou un autre. Mais j'estime qu'il y a une nuance tellement importante entre Karajan et Wagner, je veux dire. Il y a celui qui interprète, il y a celui qui dirige, et puis il y a celui qui a la création même, il y a Wagner. Enfin, bon. C'est pour être plus près de la source que vous faites producteur? Parce qu'il y a une forme de création dans la production.
Il y a une forme au niveau de la décision, au niveau de l'idée même, de l'envie de faire un film. Un film est un tout, un film est un ensemble. Je ne veux pas faire de parallèle entre Wagner et le cinéma, entre la musique, je dirais, mais c'était quand même pour essayer de donner une explication imagée aux spectateurs, aux téléspectateurs. Il y a dans la production une création même au niveau économique, au niveau industriel, mais une création que je ne ressens pas chez l'interprète de l'ombre. Par contre, la réalisation ne vous attire pas? Non, la réalisation ne m'attire pas, ne m'a jamais attiré. Pourquoi? C'est très simple, je vais le dire en 2 mots. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait Visconti, Lauzet, quelques-uns et les autres. Lorsque j'ai compris, j'ai déjà réalisé, j'ai déjà co-réalisé, j'ai même réalisé par intérim ou par défection, lorsque j'ai compris que je pouvais réaliser comme tout le monde, et souvent mieux que tout le monde, mais jamais comme Lauzet et quelques autres, ça ne m'intéresse pas. Vous devez être quelque part comme au milieu de votre carrière en ce moment, je suppose. Hein? Je ne sais pas. Oui. Ça. Fabuleuse carrière, faut-il le souligner, marquée d'immenses succès, de quelques déceptions. Hein, oui, il en faut, oui. Bon, ben alors la grande, stupide et importante dernière question, si c'était à refaire. Oh, la même chose. Ah oui, absolument la même chose. D'abord parce que j'ai eu une vie exceptionnelle, dans le sens vraiment de l'exception, je veux dire, disons du commun des mortels. Ensuite parce que je fais un métier qui, lorsqu'on le fait, lorsqu'on le comprend bien et lorsqu'on a, si vous voulez, le niveau de réussite auquel j'ai touché, c'est sûrement un des plus beaux métiers du monde, je veux dire, comparable à la politique dans la réussite, lorsqu'on a la réussite, je veux dire, c'est un métier passionnel et de passionné, et c'est fabuleux, donc la même chose. Et bien voilà, féliciter à quoi ça sert, bien sûr. Non. Mais vous remercier, ça oui, ça je vous remercie. C'est moi qui vous remercie vivement pour cette longue conversation. C'est moi.